Mais d'abord, peut-être votre point de vue, Vigdis Maurice Herrera, sur ce qui vient d'être dit. Comme le budget a progressé concernant les violences, la lutte contre les violences faites aux femmes, il a progressé de 30% depuis 2021. Et pourtant, on voit qu'il y a toujours ces féminicides, encore 4 en une seule journée la semaine dernière. On a l'impression qu'il y a comme ça des plans de l'action politique, mais on se demande, est-ce que c'est efficace? Est-ce que les mesures qui sont prises, l'action politique arrive à être concrète? Alors la difficulté à mon avis, c'est qu'on n'investit pas assez parce que c'est un investissement, c'est pas une dépense déjà de lutter contre les violences faites aux femmes, dans la mesure où les études de santé publique ont prouvé qu'1 € dépensé dans la prévention des violences conjugales permet d'économiser 87 € à la sortie. Imaginez les économies que nous ferions sur les dépenses publiques si on empêchait les violences de se commettre. Et c'est très intéressant que cette loi se penche sur la question du contrôle coercitif parce que moi, je le répète toujours, un homme qui frappe ou qui viole sa femme, c'est un homme qui a pris l'autorisation de le faire. Et prendre l'autorisation de le faire, ça passe par toutes ces violences qui ne sont pas moins graves, mais qui sont moins visibles, à savoir les violences psychologiques, les violences sexuelles, les violences économiques, administratives, etc. Effectivement, sur ce point, effectivement, il y a ces violences visibles, malheureusement, et toutes les violences invisibles, où là, il va falloir qu'il y ait un énorme travail pour qu'elles soient identifiées, reconnues et permettre d'éviter le passage à l'étape d'après. Alors déjà aussi, moi je reviens sur ce que vous dites, il va falloir une réelle formation des forces de l'ordre, parce que je connais très bien Sandrine qui a témoigné, j'ai témoigné d'ailleurs dans son livre, et moi j'ai été victime de viols conjugaux, donc quelque chose qui est invisible de l'extérieur, et lorsque j'ai déposé plainte, c'était il y a 3 ans, le policier m'a lu la plainte d'une autre femme violée dans la rue en me disant: «Madame, je vais vous dire ce que c'est qu'un vrai viol». Et donc, c'est pas loin il y a 3 ans. Donc, quand on est reçu comme ça, quand on vient livrer toute sa peine, toute sa douleur, toute sa souffrance en commissariat et qu'on est reçu de cette manière et maltraité de cette manière, puis maltraité par la justice. Parce que ce que vous dites, c'est que après, il faut savoir quand il y a des récidivistes, etc. Mais moi, mon violeur, il court toujours. Il est libre parce que la justice ne m'a pas encore reconnu, malgré les preuves, malgré les écrits, malgré les aveux, malgré les enquêtes, ne m'a pas encore reconnu victime. Et si j'en parle aussi librement, c'est parce que je ne suis pas la seule. Nous sommes des millions de femmes qui attendons la justice parce que quand cela se déroule dans l'enceinte du foyer, évidemment, oui, il n'y a pas de preuves matérielles, les gens ne sont pas là et ça, ça ne peut pas, ça ne doit pas nous être reproché et ça ne doit pas être un obstacle à l'obtention de la justice. Parce que si on arrive à identifier et qualifier des choses par d'autres biais que les trucs classiques, eh bien peut-être qu'on arrivera à faire évoluer la loi, mais c'est la société dans son ensemble qui doit changer. Parce qu'à l'heure actuelle, un viol, par exemple, c'est vu comme moins grave, des violences psychologiques, c'est vu comme moins grave, etc., etc. Et ça, c'est inadmissible. Il y a aussi effectivement les esprits, mais est-ce qu'il faut que la loi devance les esprits pour faire évoluer les choses que... Moi, je dirais que la société est prête parce que c'est une attente des femmes. Et les femmes, on est la moitié de l'humanité. Nous attendons, nous avons besoin, nous sommes légitimes à demander que la société soit raccord avec nos vécus, nos revendications, etc. Dans le cadre d'Opale que j'ai fondé, on va se baser sur ces questions du contrôle coercitif parce qu'elles sont les prémices de ces violences qu'on va considérer comme plus grave. Et au fur et à mesure du questionnaire Opale, on va pouvoir avoir de la donnée. Nous, on collecte beaucoup de données sur quelles sont les formes de violence vécues dans l'intime. Alors justement, j'aimerais qu'on parle d'un point, parce qu'on en parle peu et vous l'abordiez tout à l'heure, la question des violences financières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, par exemple, on entendait Alexandre Hébert en parler, ça fait partie justement de ce contrôle qu'il y a parfois sur les femmes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça se traduit? Ça veut dire ne pas pouvoir dépenser son argent, ne pas avoir de compte en banque, devoir demander l'autorisation à son mari. Comment ça se traduit concrètement? Parce que là, j'ai vu une enquête de l'IFOP pour la Fédération nationale Solidarité Femmes et le Crédit Mutuel. Au total, 24% des femmes interrogées ont déjà subi des violences économiques au sein de leur ménage. Donc, on comprenne de quoi il s'agit en fait. Alors, ce qu'il est c'est énorme, un quart des femmes. C'est colossal et à mon avis largement sous-estimé. Parce que dans les violences, il y a toujours le pendant et son contraire. Pour un homme qui va vouloir couvrir sa femme, il y a celui qui va vouloir la découvrir, etc., etc. Dans les violences économiques, c'est exactement la même chose. Il y a la violence de l'homme qui va empêcher sa femme de travailler, et il y a la violence de l'homme qui va
s'empêcher de travailler pour être entretenu par sa femme. Voilà, toujours il y a le pendant et son contraire. Il y a des situations où ce n'est pas forcément d'être simplement entre guillemets simplement privé d'accès à un compte bancaire. Moi, j'ai rencontré des femmes chefs d'entreprise qui ont été privées de leur propre entreprise, qui ont dû fermer leur propre entreprise à cause des violences d'un homme avec qui elles étaient mariées, avec qui elles étaient associées. Ça, c'est des violences économiques. Et alors, c'est-à-dire, par exemple, là, pour qu'on comprenne, par exemple, ce cas-là dont vous parlez, c'est-à-dire quoi, son époux a fait des investissements qu'il n'aurait pas dû faire, ou comment ça se fait qu'elle a pris une entreprise fondée en couple. Eh bien, en cas de séparation pour violence conjugale, comment perdure une entreprise comme ça? Ça, c'est des violences économiques. Quand la femme, elle va prendre les dettes, etc., en plus d'être déjà victime des autres violences. Et ça, en fait, je prends ces exemples-là parce que finalement, on en parle peu. Moi, j'ai énormément, par exemple, d'avocates qui me contactent en me disant qu'elles sont victimes de violences et qu'elles sont empêchées d'exercer, de travailler correctement. Tout ça, c'est des violences économiques. Et oui, avoir des moyens restreints, c'est une violence. Oui, avoir pas accès à son compte bancaire, c'est une violence. Mais ce que je viens de vous dire également, ça, ce sont des violences économiques aussi. Et puis des choses aussi comme ne pas payer une pension alimentaire. Ce sont des violences vicariantes, mais ce sont aussi des violences économiques qui s'exercent bien après la séparation, vu que la société est organisée pour nous obliger à être toujours en contact avec notre agresseur. C'est exactement ça. On ne discute pas à armes égales. Et puis moi, je dois dire que je suis assez fatiguée de devoir m'éduquer pour leur permettre de ne pas l'être. En fait, parce que quand nous on se forme à ceci, on se forme à cela, on s'éduque aux violences, à l'inégalité, etc., à la répartition des charges dans le ménage. Mais nous on fait cet effort-là, et nous après on se retrouve à être dans la position de devoir transmettre ces connaissances acquises parce que on s'est renseigné, parce que plein de choses, tout comme avec la maternité par exemple, à l'homme qui partage notre vie parce que lui n'a pas fait l'effort de se renseigner, de se former, de s'y intéresser. Pourquoi c'est toujours à nous de faire tout le taf?